Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur l'âge d'or d'Hollywood. En 1927, le son arrive au grand écran. Cette révolution signe la fin de la carrière de dizaines, voire de centaines d'acteurs et d'actrices du muet. Pour John Gilbert, l'un des hommes les plus populaires du grand écran, c'est le début d'une chute fatale. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle de l'un de mes acteurs préférés du muet, John Gilbert. J'ai vu pas mal de films avec lui, bien évidemment, Queen Christine, Flesh and the Devil, Love avec Garbo, nul autre que Greta Garbo. Il m'a rarement déçu. Pour l'époque, il était vraiment, je crois, l'un des meilleurs acteurs du muet, rien de moins. Pour cet épisode, je vous parle de l'arrivée du son, qui est aussi la fin de sa carrière. Une chute presque brutale qui va le mener à plusieurs problèmes, qui eux vont le mener à des soucis de santé qui mèneront à sa fin prématurée. Je vais pas tarder plus sur l'intro avant l'arrivée du son, en quelques lignes. Qui était John Gilbert? John Gilbert, c'est simple, c'est l'une des plus grosses stars du cinéma muet des années 20. Très vite, au début de sa carrière, il est surnommé par la presse et les critiques l'amant idéal. Dès 1925, ses rôles d'amoureux, d'amant, d'homme viril vont le mener à une notoriété égale à celle de Rudolph Valentino. D'ailleurs, les deux acteurs sont des concurrents. Avec son studio, la célèbre MGM, Gilbert joue aux côtés d'immenses stars comme Garbo. Parenthèse ici, Garbo et Gilbert ont entretenu une relation amoureuse pendant quelque temps. Cette passion était évidente au grand écran, rendant leurs scènes amoureuses torrides et plus que mythiques, et même on a presque l'impression d'être dans leur intimité. Ça a fait beaucoup parler à l'époque. Si cette histoire d'amour vous intéresse, j'en ai fait un épisode complet et c'est l'un des premiers même. Il est l'une des têtes d'affiche du studio. Au moment où on parle du bel amant idéal, que ce soit dans un article ou un magazine, ça s'envole comme des petits pains chauds. En 1927, quand le premier film avec du son de Jazz Singer sort en salle aux États-Unis, John est sur une lancée de succès. Des succès signés MGM avec Garbo, faut le dire. Mais il est conscient que le son change beaucoup de choses, surtout pour son type de rôle. Il ne suffit plus qu'un simple regard tendre ou amoureux pour séduire le public. Il faut maintenant très bien dire ses textes. John Gilbert prend alors la décision de travailler d'arrache-pied pour améliorer son jeu, sa diction et sa voix. Il va suivre des dizaines et dizaines de cours afin de se perfectionner. C'est une bonne chose, son jeu s'améliore, mais les cours le rendent très mécanique. Ça lui enlève son charisme naturel qu'il possède et qui a fait d'ailleurs sa renommée. Dès 1928, alors que le muet est encore un peu présent, cette perte de naturel est ressentie et que très peu appréciée du public et surtout, vous l'aurez compris, des critiques. Ces mêmes critiques vont se questionner. Pourquoi la MGM garde-t-elle John Gilbert? La raison est simple. Le studio croit que l'acteur est capable de mieux faire, même au cinéma parlant. Ils sont archi confiants. Si confiants qu'ils lui font signer un contrat de 1,5 million de dollars en 1928. Dans ce contrat, Gilbert est pris en charge par Irving Thalberg, mari de Norma Shearer, une autre légende du cinéma. Thalberg sera en charge de tout, trouver des rôles, trouver des scénarios, son image, etc., etc.
Le fait que Thalberg s'occupe de tous les aspects de la vie de Gilbert arrange très bien le grand patron de la MGM, Louis Mayer. Mayer et l'acteur entretiennent des liens depuis quasi toujours plus que froids. Ils ont souvent été en total désaccord sur des choses parfois minimes, parfois très importantes. L'année suivante, en 1929, pour la première fois, le public entend la voix de John Gilbert dans The Hollywood Revue, un film qui met en vedette toutes les stars du studio. John Gilbert joue un extrait de Roméo et Juliette avec Norma Shearer, un extrait théâtral qui enchante que très peu le public qui a préféré les passages musicaux et dansants avec Joan Crawford ou encore Mary Dressler. Malheureusement pour l'acteur, ce moment théâtral va poser les bases des critiques qui vont venir à son égard. Voix monocorde, il récite son texte comme le ferait un robot presque. On écrit qu'il a une voix nasarde, chose qui est un mythe d'ailleurs, il suffit d'entendre que quelques secondes de sa voix pour constater le contraire, le total contraire même. À mon avis, toutes ces critiques sont ultra sévères parce que John Gilbert était un très bon acteur au muet et au parlant. Mais bon, les écrits qui marqueront l'histoire et la carrière de Gilbert sont majoritairement sur ces points. À la demande du public, la MGM fait tourner son premier film romantique parlant à la star, His Glorious Night, toujours en 29. Un long métrage qui va pas plaire à tout le monde. Certaines scènes frôlent le comique, écrivent certains journalistes. Alors que Gilbert est, encore une fois, trop théâtral, il n'a pas adapté son jeu au parlant. Si on lit les journaux de l'époque, on comprend aussi qu'une scène en particulier fait parler et même rire. Celle où il embrasse sa co-star et répète « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » sans cesse. Ça a l'air d'avoir été un grand moment comique pour les audiences à l'époque. Pour John Gilbert, cette mauvaise entrée dans le parlant signe le début de sa chute. Quand le parlant arrive au cinéma, ça stoppe net la série de succès muets qu'avait John Gilbert. L'amant idéal des Américaines et d'ailleurs aussi a vu s'effondrer sa réputation avec le son. Au tournant des années 30, les critiques sont toujours aussi acerbes envers l'acteur. Les journalistes et le public rigolent à la diction trop parfaite de l'homme qui projette chaque syllabe des mots. On se croirait au théâtre, certains écrivent. Des mauvais articles sur lui qui vont affecter sa confiance et ça y est, il doute de lui-même. Des doutes et des questionnements qui vont transparaître à l'écran, l'amant idéal s'est effondré. Un rôle, une image qui a mal vieilli. John Gilbert est pour la nouvelle génération de cinéphiles un amant dépassé. Dans sa vie privée, avec sa célébrité qui s'éteint petit à petit, John Gilbert commence à boire et il va malheureusement devenir alcoolique. À la MGM, Mayer est très mécontent que Gilbert ne rapporte plus autant qu'avant. En plus, comme je le disais plus tôt, les deux hommes sont loin d'être de bons amis. Mayer ne se réjouit pas du malheur de son acteur, mais presque. Ça lui donne une raison de le renvoyer après l'échec désastreux du film Way for a Sailor en 1930. Mais John Gilbert va implorer son patron de lui accorder une seule, unique et surtout dernière chance de faire ses preuves à nouveau. Louis Mayer va avoir pitié, faut croire, puisque quelque temps plus tard, The Phantom of Paris va relancer un peu la carrière de l'acteur.
Un film au départ prévu avec Lon Chaney père, mais malheureusement il va décéder et mettre toute la production sur pause. Vous l'aurez compris, John Gilbert, en reprenant le rôle et le projet, l'a aussi porté jusqu'au succès. Malgré son récent succès, quelques semaines plus tard, il est renvoyé de la MGM. Heureusement pour lui, la Fox le récupère, pas comme acteur, mais comme directeur de film. Directeur de film parce que, en quittant la MGM, la star annonce aussi sa retraite du grand écran. Est-ce qu'il avait peur que plus jamais il pourrait se retrouver un studio devant autant de mauvaises critiques? Fort probable. En tant que directeur, Gilbert va que très peu s'amuser. C'est pas sa tasse de thé, on pourrait dire. Ses problèmes d'alcool vont s'aggraver et il devient rarement apte à travailler sur un plateau. John Gilbert ne le sait pas, mais à la MGM, une superstar travaille d'arrache-pied pour le faire revenir. En août 1933, John Gilbert déclare qu'il revient au cinéma, quelques mois seulement après avoir annoncé sa retraite. Il a signé à nouveau avec la MGM, cette fois-ci pour 7 ans, avec un salaire d'environ 100 000 $ par film. Ce retour, il le doit à une seule et unique personne, Greta Garbo, avec qui il a signé quelques-uns des plus gros succès du muet. En 1933, l'actrice suédoise est engagée pour le film La Reine Christine. Elle exige que John Gilbert soit sa co-star, mais le studio est pas très enchanté, il essaie même de la convaincre de jouer avec un autre. Pour Garbo, c'est trop. Elle menace de retourner en Suède et de ne plus jamais revenir à Hollywood. Étant l'actrice qui rapporte le plus du pays, ces menaces sont prises très au sérieux et la MGM contacte Gilbert et le signe. Malgré le succès monstre du film, la reine Christine ne relance pas sa carrière. Greta Garbo lui fait de l'ombre, elle est pressentie même pour l'Oscar de la meilleure actrice. Les quelques fois où on parle de l'acteur, c'est pour dire qu'il nuit au jeu et à l'excellence de sa co-star plus que célèbre dorénavant. Immense déception pour l'ancien amant idéal du grand écran. Pour le tournage, il s'était efforcé d'arrêter de boire pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et à mon avis personnel, encore une fois, les critiques sont ultra sévères. John Gilbert est excellent dans La Reine Christine. Je trouve pas que son jeu est trop théâtral, trop muet, sa voix est pas nasarde et horrible. Bref, ça m'embête toujours un peu de voir et de revoir ces articles qui critiquent tout ça de l'acteur. Par la suite, il va connaître un lamentable échec avec The Captain Hates the Sea, un film où il joue un capitaine de bateau alcoolique. Un rôle qui le fait renouer malheureusement avec son alcoolisme. Le tournage est plus que difficile. Gilbert arrive parfois un peu saoul sur le plateau, livrant des performances très confuses, loin d'être bonnes. Le film prend du retard parce que parfois il est juste pas là, incapable de se réveiller à l'heure ou même de se rendre au studio. Triste sort de l'alcoolisme, ça affecte son apparence. Il fait beaucoup plus vieux que ses 35 ans désormais. Si John Gilbert n'est plus le bel amant, les studios sont que très peu intéressés. Pourquoi l'engager? Il ne s'est jamais adapté au son, les critiques sont plus que sévères envers lui et il est plus beau et plus charismatique. John Gilbert n'est plus John Gilbert. En 1934, une très longue pause s'impose pour lui. Sa santé a chuté drastiquement et il ne peut plus être sur les plateaux. L'année suivante, les choses ne s'améliorent pas du tout quand il fait un premier malaise cardiaque alors qu'il se baigne, qui va lui laisser d'importantes séquelles. Paupières tombantes, difficulté à bien parler et à bien formuler ses phrases. Son état est si grave qu'une infirmière veille sur lui 24 heures sur 24. Toujours en 1935, il rencontre Marlène Dietrich avec qui il va vivre une courte idylle. Une idylle suffisante pour que l'Allemande le fasse engager sur Désir, son prochain film.
On va d'ailleurs voir beaucoup de photos de John Gilbert avec l'actrice au cours de ces années-là et on peut voir que le physique de John Gilbert n'est pas au top. Le 6 janvier 1936, John Gilbert est victime d'un nouveau malaise cardiaque, cette fois-ci fatal. Il avait 38 ans. John Gilbert n'aura pas le temps de signer un nouveau retour au cinéma. Ironiquement, il l'aurait fait avec la plus grande rivale de Greta Garbo, Marlène Dietrich. Le destin a-t-il fait en sorte que ce retour n'ait jamais lieu pour une seule et unique raison, préserver sa carrière dorée à l'époque du muet. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.